c'est un polémiste entre guillemets, enfin quelqu'un qui n'hésite pas à donner ses idées, même qu'elles sont à contre-courant de l'idéologie dominante. Et c'est un des grands mérites de ce festival du livre, je tiens à le redire encore une fois, c'est que c'est un festival d'ouverture à tous les talents, quelles que soient les convictions de ces talents. Et croyez-moi, animant un certain nombre de festivals, c'est une qualité qui n'est pas la mieux partagée par les temps qui courent. Alors, on peut en parler d'ailleurs ensemble, hein, qu'on est réputé journaliste de droite, pour ne pas dire droitier. Est-ce qu'on est facilement malgré tout invité? Est-ce qu'on peut faire facilement entendre sa voix? En dehors bien sûr du journal dans lequel on s'exprime. Les choses changent aujourd'hui. Il est vrai que jusqu'à il y a 4 ans, être journaliste qualifié de droit, ce qui me paraît pour moi un peu absurde d'ailleurs, mais enfin on y reviendra, vous fermez toutes les portes, naturellement. Et pendant très très longtemps, parce que j'écris ce que j'écris depuis maintenant 20 ans, 30 ans, je suis un vieux journaliste. Et jusqu'alors, vers les années 2007, où là j'ai pressenti un changement, j'ai vécu un changement, mais jusqu'alors on vous enfermait à double tour dans la cave. Et quand on vous invitait parfois sur des plateaux de télévision, c'était à 1 contre 5, et vous étiez jeté dans la fosse aux lions. Et d'ailleurs, je m'en tirais très mal. Et donc, je dois reconnaître que depuis quelque temps, cet ostracisme-là qui a été alimenté par la presse écrite et par la radio et par la télévision est en train de changer pour la simple et bonne raison que les médias se rendent compte aujourd'hui que ce qu'ils portent comme idée soi-disant dominante n'est plus l'idée dominante. En tout cas, il y a au cœur même de l'opinion française, des lecteurs et des électeurs, des idées dissidentes, des idées dissemblables, qui sont de plus en plus frustrés de ne pas s'entendre être répercutés dans le discours médiatique. Et donc je bénéficie, je crois, du fait que les gens tout simplement ont envie que l'on parle comme eux, et que d'abord qu'on leur parle à eux, qu'on parle comme eux et qu'on parle de leurs problèmes. C'est pour ça que je me sens un peu, non pas investi bien sûr, mais je me considère un peu comme étant l'avocat, dans le fond, de ce qu'on appelle la France silencieuse, en tout cas dans ce que la France silencieuse pense d'une opinion que je partage. Naturellement, je ne partage pas tout, je ne peux pas l'avocat d'office, mais il se trouve que ce que je ressens des grands chamboulements de la société, ce que je ne vois pas évoqué dans les médias, est un chamboulement qui est au cœur des conversations de nombreux Français, des amis, de ma famille, de chez vous, de tous mes lecteurs, etc. Et je me fais un devoir aujourd'hui d'en parler d'autant plus que je trouve que le discours politiquement correct des médias fait en sorte de tout mettre sous le tapis, et encore un peu aujourd'hui. Mais il est vrai, pour répondre à la question, que ces choses-là ont quand même un peu changé, Dieu merci. Il est vrai que les médias, dont la ligne éditoriale est celle de l'audience, se sont rendus compte aussi que d'avoir uniquement des gens qui disaient tous la même chose et pensaient la même chose, c'était assez peu mobilisateur. Et Jean-François Kahn, qui est ici, qu'on recevra par ailleurs, et qui n'est pas du même bord que vous, lui, il avait bien analysé dans un livre pertinent sur la bulle. C'est vrai qu'il y avait une bulle politico-médiatique, parisienne, très parisienne, où ne s'invitaient, seuls nos amis auront du talent, hein, on connaît la formule, où ne s'invitaient que des gens qui pensaient la même chose, et ça, c'est un peu en train de disparaître. Ça disparaît sous la pression de l'opinion, tout simplement sous la pression de l'opinion, comme sous la pression de l'opinion, le discours politique est aujourd'hui en train d'évoluer, car ce qui est apparu dans le fond et ce qui explique que nous, les journalistes dits néo-réac et de droite, commençons à être entendus, c'est que ce que nous disons est dit surtout et répercuté sur l'Internet. L'Internet prend une place politique très importante aujourd'hui, car c'est l'Internet, dans le fond, qui est devenu le grand forum démocratique de toutes les idées défendues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est l'Internet qui contourne les interdits, les blocages qui sont ceux qui sont faits par les médias officiels. Ce qui est amusant dans ce que vous dites, c'est que c'est l'Internet qui contourne les régimes autoritaires, comme on l'a vu en Égypte, en Tunisie, et qui contourne également un certain totalitarisme de la pensée en démocratie. On peut naturellement faire un parallèle qui vaut ce qui vaut. Naturellement, nous sommes dans une démocratie, mais nous subissons quand même une sorte de politiquement, pas une sorte, un politiquement correct, une pensée unique, qui naturellement est tout à fait en contradiction avec la liberté d'expression, qui est parfois malmenée, souvent malmenée. Souvenez-vous de cette affaire Zemmour par exemple, qui revient, ou même du simple esprit
ou du simple esprit critique élémentaire. Et ma profession souffre aujourd'hui de ne pas développer suffisamment, de mon point de vue, l'élémentaire esprit critique et l'élémentaire curiosité, l'élémentaire investigation. On se goberge avec ce mot d'investigation dans les médias pour aller fouiller dans des poubelles pour en sortir des choses inintéressantes sur des feuilles d'impôt, mais l'investigation élémentaire serait de voir comment, de descendre de son balcon, d'aller voir comment vivent les gens. Et les gens vivent aujourd'hui souvent des souffrances économiques, des souffrances identitaires qui ne sont pas, ou du moins qui ne sont pas évoquées, ou quand elles sont évoquées, elles le sont en se mettant une pince à linge sur le nez en disant que tout ceci sont des ressentiments populistes ou des sentiments qui sont nauséabonds, pour reprendre ce terme maintenant qui est employé très systématiquement quand vous vous écartez de la doxa médiatique commune. Alors moi qui suis un vieux journaliste aussi, il y a des choses qui m'amusent beaucoup, qui me font sourire, c'est que quand un journaliste emploie le terme déclaration controversée, c'est en général une déclaration qui ne va pas dans le sens de ce qu'il pense. Hein, vous l'avez sans doute aussi bien noté. Mais il y a une chose, vous avez cité le cas, il y a eu quelques applaudissements d'Éric Zemmour. Il est vrai que dans le système médiatique, il y a une pesanteur, presque une dictature sémantique. Et votre langage ne va jamais aussi loin que celui d'Éric, qui fait plus peut-être dans la provocation linguistique. C'est vrai qu'Éric Zemmour, d'abord, il a une notoriété audiovisuelle qui fait qu'il est davantage entendu que nous. Moi, je suis un journaliste de presse écrite pour l'essentiel. Je fais assez peu de radio et de télévision. Ce n'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Et c'est vrai qu'il a cette audience télévisuelle qu'il a prise et le talent qu'il a eu dans ce que l'on a vécu comme étant une provocation, mais qu'il était simplement qu'un désir tout à fait louable chez lui et chez d'autres qui partageons son point de vue, d'appeler un chat, d'appeler les choses par leur nom, et de mettre des termes adéquats à des situations souvent effectivement délicates à décrire, a été considéré comme étant insupportable à entendre et enfreignant ce politiquement correct qui enjoint justement de se taire devant des réalités qui dérangent. Et lui ne le fait pas, et je l'encourage naturellement à ne pas le faire. Sauf que pour lui, ça lui coûte effectivement très cher, car dès que vous dérangez le confort intellectuel, vous êtes accusé, vous êtes poursuivi pour, en l'occurrence, racisme, ce qui lui arrive très souvent, alors que naturellement, il n'y a pas de racisme à décrire des faits, bien sûr. C'est insupportable. On ne va pas faire de politique, sauf si vous voulez. Enfin bon, est-ce que vous pensez que le politiquement correct, avec le changement politique qu'il y a eu, va essayer de reprendre un terrain qu'il avait perdu? Je le crains, mais du moins je pense que la victoire de François Hollande a aussi été la victoire de tous les médias qui se sont ligués contre Nicolas Sarkozy depuis aujourd'hui 5 ans. Et ce front commun des médias a été bien fait pour répercuter cette pensée conforme, cette pensée unique que Nicolas Sarkozy, que son gouvernement avait tenté d'ébranler. Et donc nous vivons là, au-delà de la victoire de François Hollande, nous vivons là la grande victoire de cette pensée conforme qui revient en force et naturellement et qui va tenter de s'imposer à nouveau dans le discours. Sauf qu'aujourd'hui les habitudes sont prises et moi je ne crains pas beaucoup ce retour de bâton, si je puis dire, car votre réaction est une preuve déjà du fait que les Français ne toléreront plus, je pense. Il y a quand même une irritation que je décris dans mon livre, d'ailleurs. Mon livre a été fait pour ça, c'était pour dire que la France silencieuse est une France irruptive, c'est une France qui ne supporte plus qu'on l'empêche de dire les choses, qui ne supporte plus de voir que certains journalistes sont poursuivis pour avoir dit des choses que vous-même pensez, pour être supposé penser. Et donc les Français ne supporteront pas, ne toléreront pas que l'on revienne naturellement à cette sorte de soviétisation de la pensée, de cette pensée interdite qui maintenant est devenue, se caricature elle-même dans son intolérance, bien sûr. Donc je crois qu'on a eu, malgré tout, nous avons gagné, c'est-à-dire que les quelques journalistes dits néo-réac, comme on nous avait présenté l'année dernière, nous étions 5 en fait, parce que mon livre vient de là, c'était pour répondre à ça. Vous savez, il y a eu une liste de journalistes infréquentables qui avait été présentée par le Nouvel Observateur, puis par Le Monde, puis par Libération. Il y avait donc Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, Robert Ménard, Éric Brunet et moi-même, qui étions considérés comme étant néo-réac et supposés mettre en péril la profession qui comporte 37 000 cartes de presse, nous détentons de 5 sur 37 000,
parce que nous décidions